Mesdames, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus. C'est une grande joie de vous retrouver après 18 mois sans conférence Procléro en présentiel. Pendant tout ce temps, nous avons fait au mieux afin de garder le contact avec vous à travers des webconférences de 30 minutes sur des thématiques plus ciblées. J'espère que ces webconférences vous ont donné satisfaction, malgré certainement la saturation du travail sur écran. En tout cas, ça a permis à ceux qui sont plus loin, à Genève, à Luxembourg, à Bruxelles, et puis bien sûr ceux qui sont en province, de participer aux conférences Procléro, dont ils entendaient souvent parler sans pouvoir participer en présentiel. Et à leur égard en particulier, nous avons décidé de doubler la conférence Procléro en présentiel de la webconférence afin de donner satisfaction à tous. Et donc, je salue chaleureusement ceux qui nous suivent sur leur écran et espère qu'il n'y aura pas de problème technique. La technologie, nous le savons, reste capricieuse. Permettez-moi de vous annoncer d'abord, même si je pense que ce n'est pas passé inaperçu pour la plupart d'entre vous, que l'actionnariat du groupe Mescar a changé depuis le 1er avril dernier. Les équipes opérationnelles sont toujours les mêmes, toujours les mêmes visages. Certains sont parmi nous ce matin. Et ça me permet de saluer de manière particulière M. Fabien Bismuth, qui est derrière, là, qui est le président du directoire de Mescar Asset Management. Le groupe Mescar a été racheté par le groupe LFPI, dont le fondateur est M. Gilles Etry. Voilà, au nom du groupe Mescar et de la SICA Procléro, je suis heureux de vous retrouver tous. Et même si nous sommes un petit peu moins nombreux que d'habitude, je pense qu'il faut reprendre les habitudes de se retrouver. Je vous fais un petit point avant de vous présenter l'orateur de ce jour sur la SICA Procléro. Procléro a terminé l'année 2020 avec une performance nette pour le souscripteur de 2,95. Elle a été récompensée en 2021, en avril dernier, par le Lipper Award pour le meilleur fonds de sa catégorie, les fonds diversifiés en termes de performance financière sur les 5 dernières années. Comme quoi faire de la gestion éthique permet de faire aussi de la performance financière. Ça peut aller de pair et nous en sommes convaincus depuis les débuts de Procléro en 2012. À côté de la performance financière, la qualité de la gestion éthique de Procléro est aussi reconnue. En septembre 2020, Procléro a reçu le prix de la finance responsable à Paris. Puis depuis le début janvier de cette année, Procléro réalise une performance de plus 4,3%, avec un encours actuel de 67,5 millions d'euros. Tout ça, ça me permet de remercier du fond du cœur tous ceux qui œuvrent pour Procléro. Je pense aux équipes de Mescar, aux analystes éthiques, aux gestionnaires actions, obligations, aux conseillers de clientèle, à la communication, mais aussi aux membres du comité exécutif et du comité de pilotage de Procléro. Et je me fais aussi l'interprète de la communauté Saint-Martin pour remercier tous les souscripteurs de la SICA Procléro. Ils en sont les meilleurs ambassadeurs et ils permettent ainsi à Procléro de prendre en charge, en particulier par son mécanisme de partage, la formation, le financement de la formation complète de plus de 20 séminaristes par an, en sachant que cette formation coûte 16 000 € par an. Donc c'est un soutien très précieux. Et j'en profite pour vous partager l'action de grâce de la communauté Saint-Martin. Les 24, 25 et 26 juin dernier, en 3 célébrations, ont été ordonnés à Évron 15 nouveaux diacres et 26 nouveaux prêtres. Et en cette rentrée pastorale, la communauté Saint-Martin met les prêtres à la disposition de 4 nouveaux diocèses. Le diocèse de Strasbourg pour la ville de Mulhouse, le diocèse de Gap pour la ville de Gap, le diocèse de Valence pour les secteurs de Pierre-Latte, Saint-Paul, les Trois-Châteaux, et le diocèse de Cambrai pour la ville de Douai. On a eu la joie d'accueillir à la rentrée il y a quelques jours une vingtaine de nouveaux séminaristes qui rentrent en propédeutique. Voilà, donc beaucoup de joie et d'action de grâce du côté de la communauté Saint-Martin. J'en viens maintenant à notre orateur de ce jour. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps.
On l'attendait depuis longtemps, cette conférence. On l'a reportée de trimestre en trimestre depuis juin 2020. Merci Bertrand de votre patience, votre souplesse dans l'organisation de cette conférence. Voilà, vous avez fait un effort immense, je le sais, pour être parmi nous ce matin. Je suis heureux, très heureux d'accueillir Bertrand Badré. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a de très nombreux amis à Paris, en particulier dans le monde de la finance. Ça se comprend aisément parce que Bertrand Badré a consacré toute sa carrière professionnelle à la finance et il continue aujourd'hui encore. Il a été directeur général de la Banque mondiale, directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale. Et il est aujourd'hui le fondateur et directeur général du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital qu'il a fondé en 2017. Bertrand Badré, vous le savez, a l'audace de porter une réflexion sur le monde de la finance et de la partager. Pour ce faire, il a aussi écrit des ouvrages. Je vous en recommande la lecture. Il y en a un qui était tombé très bien, le dernier, parce que c'était en confinement, donc on avait beaucoup plus de temps pour lire. Merci d'avoir pensé à nous, Bertrand. Il y a un premier ouvrage en 2016 qui s'appelle Oni, si la finance sauvait le monde. Et en 2020, voulons-nous sérieusement changer le monde? Je ne peux que vous recommander ces ouvrages. Bertrand Badré participe aussi à de nombreuses conférences et aux travaux de nombreuses instances internationales qui réfléchissent au rôle de la finance internationale. Cher Bertrand, ce matin, vous voulez nous projeter en avant, exercice pour le moins courageux, en ces temps où avoir une vision d'avenir ressemble bien souvent à un numéro de haute voltige. D'autant plus, nous nous réjouissons de vous écouter. Votre regard d'espérance nous intéresse. Un monde d'après la finance, c'est le titre de votre intervention. Je vous laisse la parole et je vous signale à tous que vous pourrez poser des questions à la fin de l'intervention de Bertrand Badré. C'est vrai pour ceux qui sont ici en présentiel, on a vos questions, et pour ceux qui sont en webconférence, vous pouvez mettre vos questions sur le bandeau à droite. Et nous répondrons à vos questions. Si ce n'est pas dans ce moment, ce sera par écrit par la suite. Bertrand, à vous la parole. Il ne faut pas que je fasse trembler l'appareil. Bonjour, merci Père, merci de vos mots chaleureux. Alors, je suis évidemment extrêmement heureux d'être là pour tout un tas de raisons. D'abord, c'est un lieu très symbolique. J'arrive juste des États-Unis, je suis en train de me réinstaller en France. Pour ceux qui n'ont pas lu les journaux, c'est un peu tendu entre nos deux pays en ce moment. Et donc, dans un lieu qui s'appelle Interallié, je trouve que c'est plutôt pas mal comme symbole. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se reposer dessus. C'est aussi un moment important, même si l'événement est à moitié en virtuel. C'est le moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'agenda est un peu obscurci par le point précédent. Enfin, on va quand même y parler d'un certain nombre de sujets qui sont ceux dont on va parler ce matin, notamment, je l'espère, le climat, mais pas seulement. Et puis, c'est un moment important, vous l'avez dit, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vraiment vu, qu'on ne s'est pas vraiment senti, touché. Enfin, voilà. Donc, on réapprend doucement à baisser les masques, on réapprend doucement à se retrouver. Et on est en train de se confronter à la dure réalité du monde d'après. C'était facile de penser le monde d'après dans sa chambre, dans son salon, en disant ça sera mieux, ça, etc. Et on a tous, et j'ai fait comme certains, j'ai commis un livre pendant ces moments-là. Et donc, le monde d'après commence aujourd'hui, en fait. Et donc, c'est pas inintéressant qu'on s'y prépare. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le monde d'après. On peut le faire assez rapidement et de manière assez lapidaire à la manière de Michel Houellebecq qui avait dit le monde d'après, vous inquiétez pas, ça sera le monde d'avant en pire. C'est un peu ça, le songe d'Athalie. Vous savez, l'horreur d'une profonde nuit, donc ça c'est une version. Et puis à l'autre extrémité, il y a celle pour laquelle j'espère on est tous dans cette salle en ligne, qui est un monde d'après plein de promesses, mais des promesses qui vont pas arriver du ciel, peut-être en partie si on l'aide un peu. Un monde qui ne se fera pas tout seul, un monde où, notamment, on reviendra dans le détail de mon intervention, un certain nombre de grandes discussions internationales peuvent ou non avoir un impact,
mais aussi, et parce qu'on a invité sous des auspices très particuliers, un monde qui, j'espère, sera inspiré par les paroles prophétiques de Laudato Si et de Fratelli Tutti, qui sont aussi des documents importants de cette période. Donc, il y a beaucoup à discuter, mais je pense que maintenant, le temps de la discussion est en partie derrière nous. Il y a beaucoup plus à faire. Et donc, l'objectif, c'est de commencer dès aujourd'hui avec un peu d'histoire. Alors, un peu d'histoire, la mienne d'abord. Vous avez résumé mon CV, c'est une partie de l'équation. J'ai croisé un certain nombre d'entre vous au hasard de mes pérégrinations dans la finance. J'ai passé 25 ans à explorer, parfois mon corps défendant, toutes les facettes de la finance. Et je mettais dans l'introduction de Money Only ou Can Finance Save the World finalement, je réfléchis au fait que j'étais peut-être le Forrest Gump de la finance. Alors, ça peut vous paraître très arrogant ou très ridicule, mais le fait est que j'étais à Bercy au moment où on travaillait sur l'euro, j'étais à Londres au moment de la bulle Internet, j'étais à New York quand celle-ci a explosé et que le World Trade Center s'est effondré. J'étais pas très loin à l'Élysée à un moment, l'année 2003, où il y avait la guerre en Irak, c'était déjà un peu tendu entre les mêmes alliés. Mais aussi un moment où il y avait une effervescence, c'était le discours de Jacques Chirac sur la planète brûle et on regarde à côté, beaucoup d'effervescence sur ces questions de financement du bien commun, de financement du développement. Je vais travailler à l'époque sur les méthodes de financement du Gavi. Alors à l'époque, quand je disais ça, on disait c'est quoi le Gavi? Aujourd'hui, les gens sont un peu déniaisés sur le sujet. Tout le monde a compris que le Gavi, c'était l'Alliance sur les vaccins et que ça prenait une certaine importance. De même que j'avais travaillé à l'époque sur ce qui est devenu la taxe de Chirac sur les billets d'avion pour financer la recherche médicale. Là aussi, à l'époque, ça avait valu quelques critiques et finalement, dans la durée, c'est plutôt des idées dont je suis assez fier. J'ai travaillé sur la restructuration d'Eurotunnel ensuite, et puis avec Hubert et quelques autres, on a traversé la crise 2007-2013 au Crédit Agricole et Société Générale. Donc j'ai vraiment vu le monde s'effondrer sous mes pieds. Quand vous vous réveillez, quand vous ne vous couchez pas le 15 septembre 2008 et que vous avez sur les épaules un bilan de 2000 milliards et que Lehman Brothers fait faillite, vous dites attendez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est fait des moments qui restent gravés. Et puis l'arrivée à la Banque mondiale en fait a ouvert un double décentrement pour moi. Le premier, c'est de voir cette crise que j'avais vu beaucoup d'Europe et de France, de l'avoir depuis les États-Unis et de l'avoir depuis les États-Unis avec un regard mondial, puisque la Banque mondiale s'occupe des pays émergents en développement. Et j'aime bien citer cette anecdote quand une des premières réunions que j'ai eues à Washington, c'était avec le ministre indien des Finances de l'époque, le gouvernement d'avant Modi, et qui m'avait dit assez justement, vous comprenez, quand c'est une crise entre les États-Unis et vous appelez ça le Global Financial Crisis. Quand c'est une crise avec nous, c'est Asian. Open your eyes. Et j'avais trouvé ça assez juste. Souvent, on dit, c'est vrai, on est en train de se dire que c'est une crise mondiale. Et l'Indien dit, je n'ai rien à voir dans votre problème. J'en subis les conséquences, mais c'est pas moi. Et il avait raison. Et d'autres aspects intéressants de mon passage à la Banque mondiale, c'était d'être à travers ma participation au G7, au G20, au Financial Stability Board, de voir en fait la mondialisation de près. Et c'est compliqué la mondialisation. Vous vous retrouvez dans une salle, on fantasme un peu sur le mécanisme G7, enfin, ex-G8, maintenant G7 sans la Russie, ou G20. Le G7, c'est déjà compliqué, comme on a vu cette semaine, entre des gens qui se connaissent et se parlent depuis des dizaines d'années. Imaginez le G20 quand il n'y a pas de couteau ou de pistolet dans le dos. Vous devez rentrer dans une salle, et c'est la première fois que je suis rentré dans une salle de travail, où vous avez, certains d'entre vous ont peut-être eu cette expérience, où vous devez mettre d'accord non seulement les Chinois et les Américains, non seulement les Européens, mais aussi les Coréens, les Séoudiens, les Turcs, les Argentins, les Australiens, les Indonésiens, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc on arrive avec nos certitudes, voilà, en disant, mais on a trouvé la solution. Ah oui, bah, explique-moi, bah, je suis pas d'accord. C'est très compliqué. Donc tout ça, c'était intéressant. C'est pour ça que quand j'ai quitté la Banque mondiale, je ne savais pas très bien quoi faire. Je me suis posé dans une belle institution américaine qui s'appelle un think tank. Il y en a quelques-uns à Paris. D'ailleurs, on peut en général les nommer sur les doigts d'une main, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. L'avantage de Washington, c'est qu'il y en a, pour le coup, chacun a son micro-marché. Vous pouvez trouver le think tank qui correspond à votre opinion, à votre sujet, et qui en plus est bien alimenté financièrement. Et donc, j'ai passé une petite année au Peterson Institute, avec Olivier Blanchard en particulier, et qui m'a dit, bah, écoute, voilà, tourne la page, réfléchis, prends la plume, écris, parle, on te donne une raison sociale.
Et c'est là que j'ai commencé à essayer de mettre en perspective tout ce que j'avais vécu. Donc à la fois mon expérience à la Banque mondiale, ma participation à ce qui s'était passé en 2015, sur lequel on reviendra, les accords de Paris sur le climat, les accords de New York sur le développement durable en particulier, mais aussi la réflexion sur la réforme financière, et puis tout ce que j'avais vécu avant. Donc c'est un peu tout ça qui fait que c'est pas complètement une imposture si je suis là aujourd'hui. Un peu quand même, mais pas complètement. Et donc, après ça, pas mal de gens m'ont dit, bah, écoute, c'est super ton bouquin, et comme on dit en américain, why don't you walk the talk? C'est sympa de dire, il n'y a qu'à Faucon, mais maintenant, fais-le. Alors, je n'avais pas été préparé du tout, rien, ni dans mes études, ni dans ce que j'avais fait professionnellement, de me préparer à l'entrepreneuriat, a fortiori dans un pays qui n'était pas le mien. Et puis en même temps, quand des gens aussi différents que Emmanuel Faber en France, Paul Polman aux Pays-Bas, Red Chambers aux États-Unis, peut-être des gens qui vous disent rien, enfin, en tout cas des gens qui pour moi comptaient beaucoup, me disent séparément, bah, écoute, vas-y et on te filera un coup de main. Je me suis dit, bon, je ne vais pas me réveiller à 80 ans en me disant, j'avais l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait parce que je préfère aller cachetonner dans tel ou tel fond. Je me dis, bon, allez, j'y vais, puis au pire, si ça ne va pas, je renverrai mon CV au fond, peut-être qu'ils voudront de moi. Donc voilà comment j'ai créé Blue Like an Orange. Alors voilà, fin de la page commerciale. Si je reviens sur l'histoire, parce qu'avant de savoir, avant de parler du monde d'après, il faut qu'on parle du monde d'avant, qui est encore assez largement le monde de maintenant. Alors on peut remonter, y compris à la création de l'Interallié, pourquoi pas, après tout, c'est pas une mauvaise référence, 1919-1920, fin de la Première Guerre mondiale. Traité de Versailles, des traités satellites, très organisés sur qui est responsable et qui va payer. Keynes, parmi d'autres, célèbre en disant ça va très mal se terminer, les conséquences économiques de la paix. Il a raison, on ne peut pas imaginer séquence plus épouvantable que celle qui nous mène de 1918 à 1945. Là, vous coche toutes les cases. En 1945, le système se rouvre sous égide américaine, en tout cas de ce côté du rideau de fer. Les accords de Bretton Woods, création du FMI, de la Banque mondiale en juillet 1944, les Nations Unies en juin 1945, le plan Marshall, le GATT qui allait devenir l'OMC, etc. Enfin, tout le système qui reste encore celui qui est là aujourd'hui. Enfin, on n'a pas réinventé grand-chose depuis, on a élargi le système, on a accueilli des nouveaux membres. En fait, les piliers ont été posés à cette époque, même si les missions des uns et des autres ont évolué. Et on a un système dont la caractéristique principale sur le plan financier et économique, c'est qu'il est organisé autour des États-Unis et autour du dollar. Seule monnaie convertible en or. Le système fonctionne relativement bien pendant ce qu'on appelait les 30 glorieuses chez nous. Les premières critiques, notamment un économiste belge qui s'appelait Triffin, a dit que c'était pas tenable. On ne peut pas avoir une monnaie mondiale dans un système ouvert. À un moment donné, ça craque quelque part. Ce qui s'est passé dans les années 60, les Français se rappellent, mais De Gaulle n'est pas le seul, quand on a commencé à demander à rembourser nos dollars en or, mais surtout le déficit de balance des paiements américains, puis le développement du commerce international font que c'est plus tenable pour les États-Unis. Et donc, on arrive, pour cette raison et pour un certain nombre d'autres, au tournant des années 70, qui pour moi est toujours en fait celui qui nous dirige aujourd'hui. On peut commencer par la dernière date, d'ailleurs 15 août 1971. Donc certes, à ceux qui lisaient le journal sur la page cet été, la plupart des journaux ont fait un petit rappel historique, 50 ans, Nixon a pris tout le monde de court, comme Biden la semaine dernière, en arrivant en disant, ben voilà, on va suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. C'était à 50 ans, le temporaire dure, comme parfois, et on a changé complètement de planète à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système organisé, avec un gendarme qui s'appelait le FMI, dont la mission principale était de vérifier les équipes de balance des paiements entre les pays, à un système dirigé par le marché, pour le meilleur et pour le pire. Ça a été officialisé quelques années plus tard par les accords de la Jamaïque, mais plus que ça, plus que le système du marché d'échange, on a basculé dans un système où maintenant un dollar vaut X euros, un euro vaut Y dollars, et ça change tous les jours. Et on est habitué à ça. On n'est plus dans un système organisé, on est habitué à ce que le marché soit la manière dont on évalue les choses. À tel point d'ailleurs que pour ceux qui ont fait un peu de compta, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, on appelle notre système mark-to-market. Le système auquel je préférais que maintenant on dessine ce que j'appelle le mark-to-planet. On y viendra. En tout cas, le mark-to-market, c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes directeur financier, techniquement, quand vous arrêtez vos comptes en mark-to-market, vous liquidez, pas réellement, mais vous liquidez symboliquement votre bilan pour voir quelle serait la valeur du bilan au moment où vous le liquidez, la valeur de marché.
Et donc, on bascule dans cet univers. Et autre date symbolique, quelques mois auparavant, le 13 septembre 1970, Milton Friedman, dans un article très fameux, qui est du New York Times, écrit « L'objet social de l'entreprise, c'est la maximisation du profit ». Alors, pourquoi cet article? C'est aussi intéressant de se rappeler le détail. Il y avait un débat autour de la gouvernance de General Motors, qui à l'époque était la première entreprise américaine. On disait ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique, et ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors. Et General Motors voulait élargir son board à 3 représentants du public interest. Je sais pas qu'on appellerait ça aujourd'hui, société civile, partie prenante, en tout cas, à des gens qui n'avaient pas d'intérêt direct dans l'entreprise. Et Friedman dit ce serait du socialisme chimiquement pur, ce qui à l'époque et encore aujourd'hui est un très gros mot aux États-Unis. Donc, en gros, et le titre, c'est voilà, l'objet de l'entreprise, c'est la maximisation du profit, point. Alors, l'article est plus détaillé que ça, il n'est pas aussi binaire qu'on regarde en détail, mais notamment dans la limite des contraintes que pose la société. Donc, le job de la société, c'est de poser des contraintes. La question, c'est est-ce qu'on a été déficient sur ces contraintes? En tout cas, il ouvre la porte. Et donc, en 70-71, on bascule dans une économie où le marché devient l'étalon et une économie où le profit devient l'étalon. Et tout ça prend une incarnation politique avec les élections de Reagan et Thatcher. La France résiste un tout petit peu en 81, puis finalement on rejoint, c'est le consensus de Washington. Et donc tout ça d'une certaine manière, culmine avec la chute du mur de Berlin. C'est vraiment la fin de l'histoire, le système a gagné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des moments de cristallisation. On a en 1991 donc cyclique Centesimus Annus, d'ailleurs, qui d'une certaine manière prend acte de tout ça en mettant quelques warnings, quelques clignotants d'alerte. Enfin, en gros, c'était quand même ça, c'était la fin de l'histoire. Donc, comment on organise la planète maintenant que la question de la démocratie et de l'économie de marché ont été tranchées. Donc, comme le système précédent, le système a assez bien fonctionné au début. Et il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement, il a touché ses limites avec la crise financière de 2007-2008. Là aussi, si vous avez des questions, on peut en revenir. Vous l'avez tous vécu de près. Il y a déjà eu plein de bouquins écrits, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est une crise, en tout cas, qui a plusieurs dimensions. C'était une crise de l'innovation financière. En gros, on innovait en cercle fermé. On créait des produits qui étaient auto-référencés, qui ne servaient plus à rien. Et donc, on avait une déconnexion. J'aime pas la déconnexion avec le mot économie réelle, mais en fait, c'était quand même un peu ça. C'était une crise de la régulation. Rappelez-vous, 2007, le débat, c'était de savoir si Barclays ou RBS associé à d'autres allaient récupérer ABN AMRO. Ni Barclays ni RBS avaient le moindre euro de capital ou livre de capital pour faire ça. Mais c'était le moment du light touch regulation. On faisait du levier, on n'avait pas beaucoup de capital, etc. Et tout ça était très bien et béni par les régulateurs. Donc la crise de la régulation qui n'était pas un accident, c'était très ancré à ce que Reagan avait dit le jour de son inauguration. Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème. Et Michel Cantu, avec qui j'ai beaucoup travaillé, rappelle dans ses mémoires un passage où il était avec Margaret Thatcher, je crois que c'est en 1989 ou 90, il parle à Londres devant les banquiers qui avaient prêté à l'Amérique latine en disant écoutez, ils ont beaucoup emprunté, mais vous leur avez beaucoup prêté. Donc voilà, c'est pas juste les pays emprunteurs qui sont coupables, vous en avez un peu profité. Margaret Thatcher l'interrompt en disant never lecture bankers, they know. En gros, c'était ça. Le marché, les finances savent, donc laissez faire ça. Et puis, c'est aussi une crise de la mondialisation en réalité, parce que d'un côté, vous avez une mondialisation financière et technologique qui est allée extrêmement vite, et de l'autre, une mondialisation juridique et éthique qui est allée extrêmement lentement. Et c'est ça qui s'est révélé avec la faillite de Lehman Brothers. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre de l'époque, Mervyn King, avait eu cette analyse assez clinique, mais assez exacte. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu ça de près, quand Lehman Brothers a fait faillite, dans la nuit du dimanche au lundi, Lehman Amérique a rapatrié aux États-Unis tout ce qui pouvait l'être. Et les gens qui sont arrivés en France, à Londres, à Tokyo, etc., le lendemain matin, n'ont rien trouvé. Tout l'argent a été rapatrié. Mervyn King avait dit quand tout va bien, l'entreprise est mondiale, mais elle meurt chez elle. Donc ça aussi à méditer. Principale conséquence de cette crise de confiance. Et on a été l'accélération de la défiance vis-à-vis des financiers d'abord, évidemment, mais plus généralement des élites politiques, les décisions. En France, en 2008, on passe tout l'été à se demander si on met 500 millions dans le RSA, et puis après la faillite de Lehman Brothers, on met 3 jours à trouver 400 milliards pour les banques. Inutile de vous dire qu'on va jeter Hubert s'en souvient en Crédit Agricole, je l'ai très souvent discuté avec les caisses régionales, les sociétaires, etc. On met 3 mois, on ne trouve pas 1 milliard pour les pauvres, et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques, et dans l'esprit des gens, les banques, c'est les riches et les puissants.
Donc, fini. Et cette histoire, je l'ai racontée aux États-Unis, ils ont exactement eu le même sentiment. Les 700 milliards du plan Paulson, what's in it for me? Donc, on a à ce moment-là, il y a quelque chose je ne vais pas dire irréversible, c'est jamais irréversible, il y a quelque chose qui s'est déchiré dans nos tissus, alors qui s'est vu de manière un peu symbolique avec les mouvements Occupy Wall Street, etc., mais qui est allé beaucoup plus profond, et qu'on retrouve d'ailleurs un peu avec le quoi qu'il en coûte. Vous dites qu'il n'y a rien, puis brusquement, il y a quelque chose. Mais c'est pas simple après de revenir et de faire de la pédagogie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ces événements financiers, il y a toute une série d'éléments sur nos sujets, et les sujets de l'étape d'après. 1970, Friedman, 1971, Nixon, 1972, le Club de Rome. Et intéressant, c'est pas non plus complètement anecdotique de voir que c'est autour des mêmes périodes que ça se passe. Le Club de Rome fait le premier rapport sur les limites de la croissance. Ils vont fêter leur 50e anniversaire aussi l'année prochaine. 1988, cette fois juste avant la chute du mur de Berlin, premier rapport des Nations Unies sur la notion de développement durable. Sustainable Development, on ne sait pas si ça veut dire soutenable, durable, bon bref. En tout cas, maintenant, on dit développement durable. 1991, j'ai dit Centésime Sanus. 1992, le sommet de Rio sur l'agenda 21, premier un peu rassemblement international sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis les objectifs de développement du millénaire en 2000, et puis la série des COP, Kyoto, etc., jusqu'à 2015. Et de manière intéressante, c'est Jared Diamond dans ce livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle Collapse en anglais, je crois que c'est Effondrement en français, il parle notamment des lignes de Pâques et des Mayas, et qui dit c'est intéressant, il y a des moments dans l'histoire où les problèmes et les solutions se développent en parallèle exponentiellement. Et on ne sait pas qui va gagner. Ben, je pense qu'on est dans ces moments-là où vous avez à la fois tout un agenda de développement durable et économie inclusive, etc., et tout un moment finance, et que c'est un peu sur ces 50 années, espèce de course entre les deux. Et on est, je ne sais pas si on est loin de la ligne d'arrivée, c'est intéressant en tout cas de mettre ça en perspective. Qu'est-ce qu'on a fait après la crise financière? En fait, on a colmaté les brèches, donc on a augmenté les ratios de capital et de liquidité des banques en particulier, on a augmenté le poids à la direction des risques, entre tous ces sujets techniques que vous connaissez, mais on n'a pas fait de grand carénage, on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'au fond il y a des défauts dans le système proprement dit? Ou est-ce qu'on corrige le truc pour que ça continue? D'autant plus que j'ai participé à ces discussions. J'étais dans ces discussions, j'ai vu comment ça se passait. Et le sujet, c'était. Et il ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain. La réalité, c'est qu'on n'est pas mort aujourd'hui. C'était pas si mal. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 30, on n'avait pas été capable de faire ça. Donc, on a sauvé le système, mais on n'est pas allé au bout de l'exercice. On a eu quand même, en 2015, j'ai fait allusion dans l'introduction, une espèce de miracle où il y a eu un arrêt sur image. On a eu 3 grandes conférences. J'en ai mentionné 2, Paris sur le climat et New York, l'Assemblée générale des Nations Unies sur le développement durable. Il y avait eu en juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, la conférence sur le partenariat pour le développement. Donc, de fait, en creux, et tous les États sont membres de ces 3 conférences, des 3 documents de ces conférences. Donc, la France a signé. Donc, on est théoriquement engagé. Parfois, on oublie que ces grandes conférences, c'est pas seulement une photo, c'est des textes et des engagements. On est derrière ces conférences et on s'est engagé sur une feuille de route pour une économie plus inclusive, plus résiliente et plus durable. On ne peut pas réinventer la feuille de route, on l'a faite. Elle n'est pas simple, elle est tout ce qu'on veut, mais elle existe. D'ailleurs, on serait bien incapable d'en refaire une aujourd'hui. On va mieux s'accrocher à ce qui existe. La question qu'on n'avait pas posée à l'époque, et c'était d'ailleurs déjà un de mes soucis, même si dans Can Finance Save the World, d'une certaine manière, j'étais vraiment enthousiaste de me dire on va trouver une solution, c'est qu'on a fait des chiffrages macro pour dire ça va coûter 4, 5, 6, 7 000 milliards de dollars par an, mais on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce que ces milliards vont vraiment bouger, comment, qui va les donner, ou prêter, ou investir. Enfin, il n'y a pas eu le bouclage avec le système dans lequel on opère. Et d'une certaine manière, on s'est dit, bah, écoutez, ça va marcher parce qu'il y aura plein de procléros. Voilà. Les gens vont comprendre que c'est la bonne chose à faire. Et voilà, ils vont dire, bah, Procléro, c'est bien, Blue Like an Orange, c'est bien, et il va y avoir 10 000 Procléro et 10 000 Blue Like an Orange, ou 10 000 Paul Polman, ou 10 000 Scooby. Donc, il y a eu pas mal de paris sur la bonne volonté individuelle qui va tirer tout le monde. L'idée que la pression des États, les uns sur les autres, va les tirer vers le haut. Chaque État fait des objectifs individuels, et on s'est dit, les mecs vont vouloir faire mieux que le voisin. Non, en réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. On a donc eu un système qui est reposé sur la bonne volonté, l'idée que finalement, la poignée de main Barack Obama, Xi Jinping suffisait, et que tout ça allait nous tirer vers le haut. En réalité, le système qu'on a mis en place a été intrinsèquement fragile, parce que la bonne volonté, c'est bien tant que la personne ou l'institution est là, mais le jour où elle disparaît, la bonne volonté disparaît. Et puis, c'est un système qui laisse de la place aux petits malins. Ce qu'on appelle en anglais le washing, je ne sais pas comment on dit en français. En tout cas, les gens qui profitent et qui disent, regardez, moi je fais bien les choses, et puis bon, on ne me contrôle pas, je vais avoir mon règle. Finalement,
tout ça est assez simple et il n'y a pas finalement, pour employer des termes un peu grandiloquents, il n'y a pas de punition pour les gens qui se comportent mal et de récompense pour les gens qui se comportent bien. Alors tout ça nous amène juste avant le Covid, avec en plus en toile de fond un nouveau sujet que vous avez vécu en France. Moi j'ai vu de loin avec les Gilets jaunes, mais dans beaucoup de pays des tensions comme ça. Rappelez-vous, juste avant le Covid, il y avait des manifestations dans beaucoup de pays sur la planète. Le sujet de croissance et le sujet social. C'est pas seulement un sujet climatique, il y a un sujet d'inégalité des pays avancés et entre les pays. La question de savoir si finalement, malgré tous les progrès, les pays émergents, la Chine y compris, allaient rattraper le niveau de vie des pays développés. Donc on a eu un moment de crispation, mais particulièrement sensible dans nos pays. Et je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous une très belle phrase des mémoires d'Adrien, qui fait partie des livres que j'ai relus pendant le confinement. Et donc Adrien, pour ceux qui ne se souviennent plus de leurs études de lycée, réfléchit à la chute de Rome et se dit, je sais que la chute de Rome va arriver, comment puis-je la retarder? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas? Quand vous lisez ça, oui, waouh, c'est un petit écho à la situation actuelle quand même. Vous appelez les barbares, quand j'étais aux États-Unis, les Mexicains qui sont des violeurs et des bandits, et vous mettez un mur, ça s'appelle le limes. Et ailleurs, vous dites, bon, on va leur donner un revenu minimum et ça s'appelle du pain et des jeux. Voilà. C'est un peu excessif comme comparaison, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir. Bref, arrive sur ce tableau le Covid. Alors là, tout le monde dit, ah là, le Covid, c'est une crise du capitalisme, c'est une crise de la mondialisation, c'est une crise de l'économie, c'est une crise de tout ce que vous voulez. Oui et non. C'est d'abord et avant tout une pandémie. Des pandémies, on a eu sur toutes les latitudes et à tous les siècles. Il ne faut pas non plus raconter des histoires. Il y a peut-être des facteurs qui accélèrent le rythme des pandémies aujourd'hui, c'est encore en débat. En tout cas, c'est pas une crise de Milton Friedman. Voilà. Mais en revanche, il met en évidence le fait qu'on n'a pas fini de boulot la fois précédente. Il met en évidence le fait que pendant cette période, l'égoïsme s'est plutôt développé. J'en parlais en aparté avant qu'on commence. J'ai pas trouvé l'équivalent français, mais ce que je disais aux États-Unis, on avait d'un côté ceux qui préfèrent aller dans l'Ohio et ceux qui préfèrent aller en Californie. Pourquoi l'Ohio? OHIO, On House in Order. C'est tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre du reste du monde. C'est trop compliqué, ou ça m'intéresse pas, ou ça ne me concerne pas. Le climat, les réfugiés, le terrorisme, machin. Moi, je mets des murs, je mets chez moi et j'attends que ça se passe. America First, Brexit, et puis voilà, il y en a partout. Il y a vraiment, y compris chez nous. Alors qu'en réalité, toutes ces questions-là, elles ne peuvent pas se traiter dans l'Ohio. Elles doivent se traiter en Californie, et pas parce que l'Ohio est républicain, la Californie est démocrate, parce que Californie, c'est CA, Collective Action. Et donc, cette tension sur l'égoïsme, on l'a bien vu sur les vaccins et sur plein de sujets, ça, le Covid a montré ça. Et puis, ça accélère un certain nombre d'autres tendances, la digitalisation, le numérique, bien sûr, mais aussi le sujet des inégalités. C'est-à-dire que vous avez des riches de plus en plus riches, et tant mieux pour les financiers qui servent cette clientèle, mais vous avez aussi des gens qui sont de plus en plus pauvres. Des décrochages, donc on perd des emplois, etc. Et puis on jette un voile pudique sur ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas de vaccin, dans les pays où il y a 100 millions de pauvres de plus, des réfugiés, etc. Ça c'est passé. Donc c'est sûr que les statistiques aujourd'hui sont très très bonnes, la croissance repart, etc. Les marchés, même c'est un peu craqué hier. Non, le Covid de ce point de vue-là n'a pas changé. Et puis par ailleurs, ça nous oblige, à nous financiers, à nous poser un certain nombre de questions et de rouvrir nos manuels et de voir qu'il n'y a pas la réponse encore dans nos manuels. Et là aussi, on peut faire une très longue liste de questions. Je vais en prendre 3, juste pour provoquer un peu à 8 heures du matin l'assistance. La première, les taux négatifs. Ça, c'est un sujet intéressant. On s'est habitué à vivre à ça. Regardez dans vos manuels des années 80-90, on ne parle pas de taux négatifs. Ça, vous pouvez chercher. Alors, quand vous cherchez bien, vous trouvez peut-être un encadré expliquant qu'en 1987, l'autorité monétaire de Hong Kong avait pour quelques jours accepté des taux d'intérêt négatifs pour réajuster le peg entre le dollar de Hong Kong et le dollar des États-Unis. Mais enfin, le taux négatif, c'est pas un truc simple. Même le taux zéro, même les taux très bas, c'est pas complètement comme ça qu'on a conçu nos modèles. Rappelez-vous vos cours de finance. Et elle expliquait à vos enfants, c'est super, tu me prêtes ça et je te rendrai moins demain. Et explique-moi, papa, son truc là. Et je me souviens bien qu'à l'ENA, j'avais eu comme premier sujet à mon grand oral, expliquez-moi ce que c'est qu'un taux d'intérêt. Voilà, on ne parlait pas de taux négatif à l'époque. Donc ça, c'est déjà en soi un sujet intéressant. Deuxième sujet intéressant qui fait couler beaucoup d'encre, sur lequel d'ailleurs, à titre personnel, je n'ai pas encore d'avis très arrêté, donc ne me posez pas de questions, je n'aurai pas de réponse sur tout ce qui est crypto. Mais ça questionne quand même notre relation à la monnaie.
Ça pose des questions. Et le troisième sujet, le rôle des banques centrales. Est-ce que l'argent est devenu gratuit? Est-ce qu'il faut cette dette, on va arrêter de la rembourser, c'est tellement plus simple, etc. On arrive dans des zones où tout ça, c'est quand même des vraies questions sur nos modèles financiers. Est-ce qu'on marche sur du dur ou est-ce qu'on marche sur des sables mouvants? Quelle réponse on apporte à ces questions? Le constat, c'est que finalement, ce qui s'est posé en 70, 71, 72 est toujours le même aujourd'hui. Friedman demeure au cœur de ce que sont nos normes comptables, nos modes de rémunération, la gouvernance de nos entreprises, les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent votre argent, les obligations fiduciaires qui s'appliquent à vous, les règles de gouvernance, je l'ai dit, la manière de travail, la plupart des agences de notation, etc. Ce système, il a été formidablement efficace grâce au tableur Excel. On s'est tous projeté des chiffres, actualisés et se dire, tiens, si je pousse un peu ces curseurs. Et donc, c'est un système qui est extraordinaire pour l'optimisation. Un peu moins pour la résilience, comme on l'a vu ces derniers mois. Donc, ce capitalisme Excel, il est formidable. Il a été très puissant. Et on s'est dit, formidable, en 2001, la Chine rentre dans l'OMC, on va la faire entrer dans le tableur Excel. C'est tellement simple. C'est pareil, ils vont être comme nous. Donc, on va mettre plein de choses en Chine. Puis, on n'avait pas prévu que ce qui s'est passé allait se passer. Et maintenant, les gens disent, oulala, mais on est très dépendant de la Chine, qu'est-ce qui se passe? On va aller se mettre où, etc. Pareil avec le Brexit. Il y a un tunnel, ils sont dans la communauté européenne, ben voilà, on va faire passer 25 fois les pièces détachées automobiles au-dessus de la Manche. Puis, dans le modèle Excel, il y avait peut-être dans l'analyse des risques du rapport annuel le fait qu'un jour ça peut arriver, donc on n'y croyait pas sérieusement. Donc voilà, il faut que le capitalisme, qui est devenu un peu hors sol, et auquel tout le monde a contribué, y compris tous les gens qui entourent le système, les consultants, les comptables, moi, enfin, tout le monde, nous tous, on a contribué à ça, parce que finalement c'était assez confortable et assez efficace. Ce système a montré ses limites. Et de même qu'il faut qu'on s'interroge sur la manière dont on calcule que nos modèles financiers fonctionnent. J'aime bien être simpliste encore une fois en disant au 19e siècle, on était focalisé sur le rendement. En gros, vous aviez une mine, vous creusez, quand la mine était épuisée, vous déplacez, vous en trouvez une autre, vous creusez, etc. Et quand vous avez de la place, vous conquérez l'Ouest américain, l'Est russe et la planète pour les Européens. Au 20e siècle, on a structuré un peu ça autour du couple risque-rendement, qui était notamment tous les modèles développés en particulier aux États-Unis et à Chicago, puis après répartis dans toute la planète, qui sont le fondement de l'industrie financière d'aujourd'hui. Ce modèle touche à ses limites. Est-ce que dans un environnement de taux très bas, avec des préoccupations qui sont celles dont on parle aujourd'hui, un de mes bons amis qui s'appelle Bruno Roche, qui travaille avec Oxford, développe ce qu'on appelle Economics of Mutuality. Il a une analyse intéressante. Il dit, voilà, tout ce système a été fait autour d'une ressource rare qui était l'argent. Et donc, c'est important de bien employer l'argent. Aujourd'hui, l'argent n'est plus la ressource rare. Aujourd'hui, la ressource rare, c'est l'environnement, c'est le climat, c'est la nature, c'est les hommes, c'est la société. Donc, est-ce qu'il ne faut pas déplacer le curseur et intégrer dans nos modèles la rémunération de ces facteurs rares? Passer un peu moins de temps à voir ce qu'on fait sur l'argent et un peu plus à voir ce qu'on fait sur le reste. En tout cas, se poser la question de notre système et donc travailler sur l'operating system. Quand Milton Friedman a poussé son modèle, c'était intéressant. Il a dit, oui, je savais que le modèle précédent allait foirer, le mien était prêt. Le problème, c'est que le sien trouve ses limites et qu'on n'est pas prêt pour la suite. Et donc, il faut travailler le programme. Ça veut dire qu'il faut ouvrir le capot, il faut mettre ses mains dans le moteur, il faut travailler un peu et faire des choses qui ne sont pas très glamour. Un ministre des Finances m'a dit, je ne vais pas aller parler des normes comptables au journal télévisé. C'est sûr que ce n'est pas hyper glamour d'aller parler des normes comptables au journal télévisé, mais enfin, c'est des vrais sujets. Et il faut passer d'un système où on dit l'objet social de l'entreprise, c'est la maximisation du profit, à un système, là je vais reprendre un des collègues de Bruno Roche, Colin Mayer, qui était l'ancien doyen de la Business School d'Oxford, l'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants, et pas de profiter des problèmes concrets. Et j'aime bien l'idée parce que le profit n'est pas écarté. C'est dire que le profit n'est pas une fin en soi, et que le profit est un moyen en vue d'une fin, et que cette fin, elle légitime le profit parce qu'elle fait du profit quelque chose qui est en lien avec des solutions à nos problèmes et aux problèmes de la planète. C'est quand même l'objet d'économie et de la finance. Et de rappeler, pour ceux d'entre vous qui font ça, quand vous demandez à vos enfants toujours c'est quoi le profit, ils finissent par articuler que c'est des revenus moins des coûts, ce qui est globalement vrai, mais chacun dans cette salle sait mieux que tout le monde qu'il y a plein de manières de calculer les revenus, plein de manières de calculer les coûts. Il faut arrêter de dire que le profit c'est un alpha et un oméga. Le profit, c'est une norme qui répond à un certain nombre de normes sociales qu'on a traduites dans des textes et dans des règles, et que je pense qu'il faudrait qu'on passe à la notion de profit à la notion de performance et qu'on voit ce que ça veut dire derrière. C'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est à son tout début, c'est un travail de la concurrence,
mais c'est ce travail qui permettra d'emmener l'économie de marché dans la bonne direction. L'économie de marché, c'est comme l'eau. Si vous ne mettez pas de barrage, pas de digue, l'eau, elle va tout droit. C'est la ligne de plus grande pente. Pareil, l'économie de marché, on disait, au capitalisme, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va. Donc, comme l'eau, il faut qu'on la canalise. Et il y a deux manières de canaliser. Créer deux digues. Il y en a une qui, évidemment, les Français ont ce réflexe en premier, c'est on va faire des taxes, des règles, etc. Et c'est une partie de l'équation. Il faut transformer le corpus de règles, je l'ai dit. Et puis, il y a une partie qui est importante, qui nous concerne tous. Dans l'économie de marché, il y a un mot très important, c'est marché. Et il faut la pression des consommateurs, la pression des investisseurs, la pression des collaborateurs des entreprises, des chefs d'entreprise, c'est la pression de nous tous. C'est parfois les mêmes, le consommateur, l'investisseur, le collaborateur, c'est la même personne. On est parfois un peu désunis et schizophrènes dans notre tête, mais ça marche. Quand vous avez, je prends l'exemple de Paul Polman, qui était le patron d'Unilever, qui a commencé à donner un virage à Unilever, je lui ai dit pourquoi tu as fait ça? Il me dit d'abord c'était mes convictions, mais aussi il n'y a plus personne qui voulait venir travailler chez nous. Donc vous avez une pression. Si les talents ne veulent pas bosser chez vous parce que vous vous comportez mal, non, vous vous adaptez. C'est ça l'économie de marché. Si les consommateurs disent je ne veux plus vous acheter, vous vous adaptez. Moi je travaille avec quelqu'un qui a toute une série de chaînes de restaurants internationales. On dit aujourd'hui on ne peut plus faire ce métier si on ne pose pas la question de manière transparente de l'origine de nos produits, du gaspillage alimentaire et de nos emballages. Voilà. Sinon, c'est plus parce que j'aime bien ça, c'est parce que ça devient stratégique. Et regardez Exxon qui était dans ceux qui niaient le changement climatique. Première capitalisation boursière en 2013. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont même plus dans les 50 premières américaines. Petit changement. Donc, il peut se passer quelque chose par la pression du marché. Donc, il faut les deux. Ce qui fait qu'on a tous une responsabilité. Il ne faut pas croire que c'est juste les États, les Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Eux, c'est eux et nous et tous ensemble. Et c'est ça le travail de longue haleine qui nous attend. Alors, ce qui est très difficile, c'est que pour ce travail de longue haleine, il n'y a pas de maître du monde. C'est une vraie différence en 1945 où, en gros, Keynes avait dit à Harry Dexter White, le représentant américain à Bretton Woods, j'ai une super idée. Et White dit, c'est une super idée, mais je suis quand même le chef. Le principe, la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fait la règle. À l'époque, les États-Unis avaient des réserves d'or. Donc, Keynes, c'était vraiment un génie, mais c'est quand même pas toi le chef. Donc, on fait une méthode américaine. Dans les années 80, leadership anglo-saxon, comme j'ai dit, Mitterrand et Clinton ont résisté, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Europe, puis il y a le reste du monde. Qui va décider de tout ça? Qui va décider de ces règles? Alors, je pense que l'Europe a une responsabilité particulière. Elle a plutôt pris le lead sur ces sujets. C'est plutôt des questions qui nous touchent plus, sur lesquelles on a une vraie sincérité, une vraie antériorité. Mais là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas gagné. Et ces sujets-là vont être des sujets très disputés. Et il ne faut pas qu'on soit naïf, il ne faut pas qu'on nous impose de l'extérieur, encore une fois, comme on l'a fait sur les normes comptables en particulier, des sujets sur lesquels on n'a pas notre mot à dire. Je pense qu'il faut lancer un travail intellectuel, un travail de conviction en interne, qu'il faut aussi tendre la main aux gens qui ne sont pas concernés par cette retraite. Ça, c'est mon business avec Blue Economics, mais il faut aller voir l'Amérique latine, il faut aller voir l'Afrique, il faut aller voir l'Inde, et dire, les gars, on peut construire ce système ensemble. On va rentrer dans une logique très difficile. Et je dis d'autant plus que c'est important, parce que c'est pas un sujet technique, c'est un sujet de vision du monde. Les normes extra-financières, c'est dans quel monde on veut vivre et qui va dire demain ce qui est bien ou ce qui est mal. Je prends des mots volontairement avec une connotation un peu morale. Je prends un exemple. Venant des États-Unis, aux États-Unis, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion. Ça, c'est un sujet super casse-gueule. Diversité et inclusion, vous allez aux États-Unis, on vous dit ça commence par diversité ethnique. Quand j'ai été recensé aux États-Unis, j'étais surpris, je pensais qu'on allait me demander les éléments de confort de ma maison, si j'avais une voiture, des choses comme ça. Non, pas du tout. On vous demande si vous êtes white Caucasian, native American, etc. Puis après, deuxième question, si vous avez répondu white Caucasian, vous êtes quel type de white Caucasian? Enfin, en gros, tout était centré sur tout ça. Vous savez bien qu'en France, on n'a pas le droit. Donc, celui qui va poser la question de la diversité sur un mode américain ou un mode français n'aura pas la même réponse et ne valorisera pas de la même manière. Alors, vous pouvez vous dire, peu importe, les Européens obéiront aux normes européennes, les Américains aux normes américaines. Mais que va faire le Fonds souverain du Koweït? Que va faire le Fonds de pension du Nigeria demain? Ils vont suivre l'Europe ou ils vont suivre les États-Unis? C'est ça la question. Donc voilà, donc c'est pas une question totalement anecdotique. Alors pour conclure, j'ai juste partagé avec vous les quelques principes que je mets en conclusion de mon livre. Ça vous empêche pas de le lire. Ça me permettra pour ceux qui ont vraiment pas envie de le lire de prendre un substantifique moine. 12 principes. C'est un chiffre beau. Je en plus c'est un peu biblique, donc c'est bien. Premier principe, il faut savoir être ambitieux et réaliste à la fois. Ambitieux parce que, comme je l'ai dit, si on ne rentre pas dans le système, si on ne révolutionne pas le système, on n'y arrivera pas. Mais réaliste, parce que quand on dit ça, les gens disent ça c'est les Français, vous adorez faire la révolution, couper les têtes, abolir les privilèges et faire table rase du jour au lendemain. Ça ne marche pas.
Et oui, quand vous rentrez dans une salle et vous avez tous ces gens autour de la table, vous comprenez très vite que ça ne marche pas. Et quand vous n'avez pas compris, il y a Biden qui vous rappelle qu'il peut faire des trucs sans vous, et donc là, vous comprenez encore que ça ne marche pas. Donc, il n'y aura pas de grand soir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dans la durée. Donc, il faut s'y coller, il faut engager des coalitions, il faut travailler. Deuxièmement, il faut avoir une approche systémique. Là aussi, ce n'est pas un truc par petits bouts. Le climat n'est pas séparé des questions sociales, des inégalités, de la nature, etc. La santé des individus, la santé des économies, la santé de la planète, pour moi, sont partie liées. Et ça, c'est très important, encore une fois, de ne pas dire on va changer un petit bidule, etc. C'est toujours le passage du micro au macro. C'est formidable de faire du micro, et on en fait tous, et c'est très très bien, ça participe de l'éducation, etc. Ça ne transforme pas le monde immédiatement. Il faut trouver les leviers successifs. Troisièmement, il faut garder cette capacité de notre économie à optimiser. Ça, c'est important. Ce n'est pas de rigidifier, administrer, etc. Il faut laisser de la souplesse dans le système. Il faut optimiser au mieux et pas à tout prix. C'est-à-dire intégrer dans nos modèles l'idée de résilience. Développer des racines, comme je disais tout à l'heure. Quatrièmement, développer des coopérations entre secteur public et secteur privé à grande échelle. On ne s'est jamais autant gargarisé des coopérations publiques-privées. Alors, on est passé de Reagan, le gouvernement est le problème, à quoi qu'il en coûte, le gouvernement est la solution. C'est aussi absurde dans les deux cas. Il faut qu'on trouve un système de coopération à grande échelle. Aucun des objectifs de développement durable ne sera atteint par l'un ou par l'autre. Ce n'est pas une solution des entreprises ou du secteur public, c'est ensemble. Et la société civile. Donc là aussi, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de confiance entre tous ces acteurs. Donc, il y a des avocats dans la salle, donc c'est formidable pour vous. Mais je pense que ce serait bien que vous ayez un peu moins de place dans le système et qu'on ait un peu plus de place pour la respiration. Pardon Hubert pour cette petite question. Cinquièmement, prendre acte de la transformation numérique en cours et qui offre des opportunités exceptionnelles, qui va apporter des solutions à beaucoup des problèmes qu'on a évoqués. Mais pour moi, la technologie, c'est comme la finance, c'est les deux forces qui ont la capacité, par leur côté incroyable, de nous tirer d'affaires. En même temps, c'est deux forces qui font peur. Il y a des débats sur les deux, et donc il faut qu'on trouve un moyen d'apprivoiser, de reprendre le contrôle de l'outil. C'est la main qui contrôle l'outil et pas le contraire. Mais c'est vrai pour la finance et c'est vrai pour la technologie. Se rappeler sixièmement que tout ça est au service de l'homme. On a bien une finance au service de l'économie, une économie au service de l'homme, et pas le contraire. On oublie, on met dans l'équation en sens inverse. L'homme n'est pas la variable d'ajustement du système. Septièmement, je fais écho à Fratelli Tutti, se retrouver la fraternité. Nos ancêtres révolutionnaires avaient commencé par liberté et l'égalité, puis ils ont rajouté 50 ans plus tard la fraternité, ils avaient raison. Il faut retrouver l'essence de nous sommes tous frères. J'avais redécouvert pendant le confinement une anecdote très, très révélatrice. Reagan et Gorbatchev se rencontrent pour la première fois en 85. Gorbatchev vient d'arriver, on ne sait pas très bien ce qu'il vaut, parce que c'est un énième Andropov, Tchernenko, Brejnev, ou c'est quelqu'un de nouveau. Et donc, ils se retrouvent à Genève. Ça se passe pas très, très bien. Et puis, ils partent marcher le bord du lac. Et Reagan aimait beaucoup la science-fiction. Et Gorbatchev dit à Reagan, bon, si des extraterrestres attaquaient l'URSS, viendraient à notre secours? Reagan dit, bah oui, évidemment. Et vous, si ça attaquait les États-Unis? Bah oui, on va vous sauver. Donc voilà, tout est dit. Ce qui compte quand même, c'est l'espèce humaine, et c'est pas de savoir s'il y a une guerre froide, etc. Donc, au moment où on touche à l'essentiel, il faut se rappeler cette fraternité. On est tous hommes et femmes, frères et sœurs. 8, il n'y a pas de. Alors c'est plus compliqué en français. En anglais, c'est bien parce qu'il y a values et values. En français, c'est valorisation et valeurs, mais c'est le même message. Je pense qu'il n'y aura pas de valorisation des entreprises sans prise en compte des valeurs et de l'intégrité de ces valeurs. On voit des entreprises qui sont très touchées parce qu'il y a un fossé entre ce qu'elles racontent et ce qu'elles font. Je pense, ou j'espère, c'est une nuance, que ça sera effectivement quelque chose d'important. Là aussi, une anecdote que je peux partager avec vous. En 2008, avec l'Institut Montaigne, on avait organisé, avant la faillite de Lehman Brothers, un colloque, pas très loin d'ici d'ailleurs, chez AXA, je crois, sur la crise du subprime. À l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait la faillite de Lehman. Et il y avait Paul Volcker qui était là. C'est l'ancien président de la Réserve fédérale américaine. Des gens dans la salle lui posent la question à la fin de son exposé, Monsieur Volcker, vous êtes très critique avec les financiers. Après tout, on est dans un jeu où les règles sont connues, donc on fait notre boulot avec des règles connues, on n'y est pour rien. Et Paul Volcker avait eu ce mot qui m'avait fait, et chaque fois que j'en reparle, j'ai encore la barre dans l'estomac, en disant je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous êtes les mieux payés, vous êtes les plus diplômés, vous ne devez peut-être pas en plus dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Bon, regardez vos chaussures. Okay. Voilà, donc à méditer. Moi, j'espère que vous. Neuvièmement, et ça c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, éviter le mur défensif. On n'est pas les bobos du monde qui avons quand même fait un certain nombre de bêtises depuis pas mal de siècles et qui disent aux gens, bah, écoutez, voilà, on a consommé 90%
du budget carbone de la planète, il en reste 10%, bon, on va se serrer la ceinture ensemble. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu… voilà, donc, faire des murs, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, on a un vrai travail d'engagement avec l'ensemble des pays de la planète. On ne va pas leur imposer, une nouvelle fois, une forme de ce que j'appellerais un consensus de Washington révisé par la norme. Dixièmement, développer une culture du mieux et pas une culture du plus. Et ça passe par des sujets amusants. J'aime bien rappeler la coïncidence. Alors, je n'ai pas de montre, hein, vous me dites si je suis trop long. Les deux systèmes de mesure dans lesquels nous opérons aujourd'hui datent des années 30. Quand Keynes a écrit sa théorie générale, il n'y a pas de PNB. On parle du government spending, etc., mais pas de PNB. La comptabilité nationale est développée à la fin des années 30, dans les années 40, en particulier en France et aux États-Unis. Et on connaît bien tous les paradoxes du PNB. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, avait en 2008 eu l'intuition qu'il fallait y réfléchir, avait commandité le rapport Mismeasuring Our Lives avec Jean-Paul Fitoussi, Joe Stiglitz et Amartya Sen. Puis on a laissé tomber. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question de ce qu'on mesure. Et je l'ai dit tout à l'heure, la comptabilité, là aussi c'est intéressant, le New Deal de Roosevelt qui crée la SEC, la Autorité de marché américaine, il y nomme Joe Kennedy, le père de tous les autres. C'est le même principe que Vidocq en France, on prend le gars qui avait bien grugé les marchés avant, il peut être chef, comme ça tu sais comment ça se passe. Et une des premières décisions qu'il prend comme patron de la SEC, c'est de dire, voilà, tout le monde fait sa compta comme il veut, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de compta, mais chacun faisait ses trucs comme il voulait, on va harmoniser tout ça, les US GAAP, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est après la crise de 29 qu'on a structuré notre réflexion sur la comptabilité nationale et sur la comptabilité privée. On peut se poser la question de savoir si après une crise financière, une crise sanitaire, une crise climatique, avant une crise sociale, c'est pas le moment de se poser la même question de savoir est-ce qu'on mesure bien ce qu'on veut mesurer. Onzièmement, se rappeler qu'on doit ça aux plus jeunes. Je rappelle le développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est en gros laisser les toilettes dans l'état dans lequel vous avez trouvé au moins. Donc, on peut faire des choix, mais il ne faut pas que ces choix empêchent nos enfants, nos petits-enfants de faire leurs propres choix. Et aujourd'hui, pour parler un langage financier, je pense qu'on commence à avoir une assez bonne idée du passif climatique qu'on leur laisse, une assez bonne idée du passif financier qu'on leur laisse, une assez bonne idée du passif social qu'on leur laisse. Il serait peut-être temps de travailler à l'actif de notre bilan. Et dernier point, ça, c'est pas un catalogue d'idées ou de recettes. Ça commence chez nous. Et je suis le premier à me dire tous les matins, je suis loin du compte. Et puis si j'oubliais, mes enfants me rappellent aussi tous les matins. Alors plein de gens l'ont dit mieux que moi. Gandhi a dit sois le changement que tu veux. Tolstoï fait dire au prince André dans Guerre et paix, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Si on commence pas nous, il y a zéro chance que ça se passe. Donc il faut vraiment que ça commence à notre niveau. Et permettez-moi, juste pour vraiment conclure cette fois, de partager avec vous deux citations. Donc, je ne vais pas citer Racine, mais Giraudoux, dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Ça m'amusait parce que c'est une pièce que moi j'aimais bien et que ma fille qui rentre en première avait à lire cet été. Donc, j'ai relu cet été. Et donc, pour ceux qui s'en souviennent plus, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est 1935. Donc, c'est malheureusement une anticipation de la Seconde Guerre mondiale. C'est un dialogue essentiellement entre Hector, envoyé des Troyens, et Ulysse, envoyé des Grecs, qui se disent c'est quand même idiot de faire la guerre, on ne va pas laisser brûler nos villes, tuer nos garçons. Enfin, on est des gens raisonnables. On ne va pas laisser le climat abattre la planète. On ne va pas laisser les pays en développement s'effondrer. On ne va pas faire la guerre. C'est absurde. On est des gens raisonnables, on va trouver une solution. Puis on sait bien que, et dans la vraie vie et dans la guerre de Troie, les portes de la guerre s'ouvrent. Et Ulysse a cette phrase terrible à Hector en disant « Le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse. » Et comme chacun sait, on se met au balcon. Ah, regardez la belle tempête tropicale. Oh, regardez là, le grand feu. Oh, regardez les émeutes. Et puis un jour, la terrasse part avec le reste. Et deuxième citation qui me vient de mon expérience américaine, j'étais allé au Mont Rushmore. Pour ceux qui n'y sont pas allés, vous avez peut-être vu le film de Hitchcock où on grimpe sur les statues des présidents. Donc, vous avez 4 présidents. Moi, je ne savais pas bien qui était le 4e de loin, de près, j'ai reconnu, mais il y avait évidemment Washington, Jefferson et Lincoln, et il y avait Roosevelt. Roosevelt, pas le Roosevelt qu'on connaît, l'autre. Pas Franklin Roosevelt, mais Theodore Roosevelt. Je me dis, ça c'est bizarre, pourquoi il y a Theodore Roosevelt? C'est pas quelqu'un dont on parle beaucoup. Alors, il est un peu plus controversé aujourd'hui parce qu'il avait une vision un peu coloniale des choses, il avait des mots sur les populations indienne, Native American aux États-Unis. Enfin, c'est un gars qui a été le plus jeune président des États-Unis, qui était plus jeune que Kennedy quand il était président, et qui était le symbole de l'ère progressiste, de progressive.
et qui est un gars qui a vraiment beaucoup fait de réformes en très peu de temps. Il a créé l'Agence des parcs naturels, il a créé la première agence mondiale de protection des consommateurs, il a présidé au démantèlement de Rockefeller, Carnegie et quelques autres, au moment où ça chauffait, dans un moment de crise aux États-Unis. Et on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous faites la révolution? Il disait, I'm not advocating anything revolutionary, I'm advocating action to prevent revolution. Je ne fais pas la révolution, j'agis pour qu'il n'y ait pas de révolution. Et je crois, sans dramatiser, qu'on en est probablement là. Merci. Alors, donc Pierre-André Dumont demande, est-ce que la prise de conscience avance ou recule? Est-ce qu'il y a du levier? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors là, il y a deux manières de voir. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. J'ai un biais à voir les verres plutôt à moitié plein. Mais je pense que c'est pas évident de répondre à cette question. Il se passe des choses, j'en ai cité un certain nombre. Alors aujourd'hui, notamment dans le monde de la finance, on est assez formidable, les obligations vertes, l'ESG, l'investissement impact, tout ça, ça y est, on est en train de transformer. C'est vrai, et c'est faux en même temps. Alors, je vous renvoie pour ceux qui n'ont pas lu les rapports. Je les ai pas lus, j'ai lu, je vais les lire parce que ça m'intéresse, les comptes rendus que j'ai vus dans la presse hier. Le rapport de la BRI, est-ce qu'il y a une bulle dans la finance verte? Et le rapport, l'analyse de l'EDEC sur est-ce que tout ça, c'est pas du brouillard? C'est quand même voilà, on en est là. Donc, en même temps, on peut se dire, c'est formidable, il se passe quelque chose, et on ne serait pas tous aussi nombreux en ligne ou ici ce matin pour se poser cette question s'il n'y avait pas quelque chose dans nos esprits. En même temps, on sait bien que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est profondément enraciné. Encore une fois, l'ESG, c'est très chouette, mais c'est fondamentalement déclaratif et intentionnel. C'est un début. C'est la première marche de l'escalier de Jacob. Il y en a quelques-unes pour aller jusqu'en haut. Et donc, il ne faudrait pas tomber dans la complaisance en disant c'est génial, vous avez 40 000 milliards de dollars. Les gens disent Bertrand c'est fait, il y a 40 000 milliards de dollars en ESG. Je suis allé voir les premiers chiffres du rapport de l'EDEC quand ils voulaient ce qu'il y a exactement dans les rapports ESG. J'avais vu ça dans une étude de JP Morgan l'année dernière. Qu'y a-t-il dans le portefeuille ESG? Regardez les entreprises qu'il y a dedans, c'est pas trivial que c'est complètement ESG. Il y a personne d'entre vous qui fait ce métier. Vous savez qu'il y a 50 nuances de ESG. J'allais mettre une couleur, je vais me retenir. Donc voilà, donc, si vous voulez, oui, il se passe des choses dans la finance, mais regardez ce qu'a encore dit Gutierrez. Il a dit on est en red code sur le climat. On n'y est juste pas. On est pratiquement déjà à 1,5 degré. Et même avec le Covid qui a arrêté la planète, on n'a pas baissé. On a baissé moins que ce qu'on aurait dû baisser si on était en ligne avec les engagements. Et on rebondit dès cette année. Regardez tous les rapports sur la nature et la biodiversité, qui est le prochain sujet. Regardez les questions sociales, dont j'ai dit un mot. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça et que la dislocation internationale n'aide pas. Ça c'est clair. Ça c'est un vrai sujet. Donc oui, j'ai envie de croire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une prise de conscience, qu'on ne sort pas les mêmes de la crise du Covid, que tout ce qu'on dit depuis des années commence à percuter. La réalité, c'est que sur le climat, ça fait presque 35-40 ans que les sujets sont popularisés, que maintenant ils sont à peu près compris. Sur la nature, la biodiversité, on est au tout début, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le social, on n'a même pas vraiment commencé. Alors évidemment que les gens sont contre l'esclavage, ça c'est bien. Mais quand on rentre dans le dur du reste, on n'y est pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, surtout pas se dire c'est fait, c'est arrivé. Alors, la question, c'est la question de la relation avec les pays émergents. Dans le cadre du G20, comment est-ce qu'on peut associer ces pays qui peuvent avoir un agenda différent et qui, en plus, peuvent être soumis à des considérations géopolitiques importantes, notamment le cas de la Chine. Je résume vite. Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre la Chine dans le paquet des pays émergents. Je pense que c'est un sujet à part, en soi. Qui a une vraie autonomie stratégique, que n'a pas forcément un pays comme le Brésil ou le Nigeria, ou même l'Inde. Donc il y a vraiment le cas chinois qui est très spécifique, et on avait vu le succès de la conférence de Paris en 2015. Il est lié au fait que, évidemment, au talent diplomatique français, quand même fondamentalement au fait que Xi Jinping et Barack Obama s'étaient serrés la main et avaient dit on y va. Qui avait quand même entraîné le reste du monde.
Et donc, oui, c'est vrai que cette frontière du développement durable, c'est particulièrement vrai pour le climat, c'est aussi vrai pour la nature et la biodiversité. Pratiquement 50% de la biodiversité mondiale, c'est l'Amérique latine, par exemple. C'est là que c'est l'Amazonie. C'est vrai pour les inégalités, c'est vrai pour les relations hommes-femmes. Il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter chez nous en Occident. Et d'une certaine manière, ça va jamais ni aussi vite ni aussi loin qu'on le veut. On n'est pas parfait, mais enfin, là, pour le coup, je pense que le mouvement est parti pour rebondir sur ce que vous dites. Il se passe quand même quelque chose. La question, c'est comment on entraîne le reste du monde en les traitant en partenaires, alors que leur intérêt immédiat n'est pas forcément celui-là. C'est encore une fois, mettez-vous, même à la place des Chinois. Moi, j'ai souvent parlé des Chinois, je les trouve extraordinairement agressifs et durs, mais quand on voit l'histoire que entre guillemets, l'Occident leur a imposée de 1800 à 1980, c'est pas très facile. On aurait eu la même chose, nous Français. Donc c'est vrai qu'on a un débat difficile, comme je disais. On peut pas dire voilà, on a consommé 90% du budget carbone, voilà, il nous en reste 10%. Comment on se partage? C'est pas on a consommé, c'est vous avez consommé, et donc comment? Et donc je pense que l'Europe a une responsabilité particulière. C'est dans notre tradition, ça remonte aux accords de Lomé, des choses comme ça, à avoir un vrai dialogue sur ces normes, sur les moyens financiers de le faire. C'était un peu l'intuition derrière la création de Blue Like an Orange. Il y avait à la fois l'idée qu'il fallait trouver des mécanismes innovants pour financer le développement durable dans les pays émergents, mais c'est aussi une question d'allocation de capital. On revient au taux d'intérêt négatif. Quel est là aussi, essayez d'expliquer à vos enfants, bon, c'est formidable, il y a 15 000 milliards de dollars qui sont placés à taux d'intérêt négatif, et dans le même temps, vous avez des besoins gigantesques à financer en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. Mais on n'y va pas parce que c'est risqué, parce que je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Quand on prend un peu de recul, en disant comment est-ce qu'on a pu aller acheter des obligations suisses par peur, terreur, alors qu'en fait, il fallait financer le développement de l'Afrique, qui va être soumis à un certain nombre de menaces, qui va avoir sa population multipliée par 3 ou 4, alors que la nôtre va diminuer de 20%. Alors, il faut juste regarder ça. Et donc, moi, c'est une priorité absolue de réfléchir à ce qu'on peut faire dans ce domaine et de le faire entre adultes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'OCDE ou l'Europe apparaissent comme le club des bobos qui dit bon, on a compris la vie, mettez-vous tous au vélo. Et vous avez vu en France, c'était pas simple comme équation, a fortiori au niveau de la planète. Avec en plus, et là c'est le point que tu soulèves, c'est qu'il y a une alternative. Si les gens disent, bah, vous les pays occidentaux, vous nous dites ça, bah, non, on ne peut pas. La barre est trop haute ou elle n'est pas raisonnable. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a les Chinois à côté qui nous proposent autre chose. Donc c'est ça les enjeux qu'il y a en ce moment. Et si on n'est pas capable d'apporter une réponse rapidement, j'aime bien, j'ai retrouvé dans un autre auditoire la semaine dernière, une espèce de flash, un film que probablement personne n'a vu ici, qui s'appelle La métamorphose des cloportes. Métamorphose des cloportes, c'est un film de Lautner développé par Audiard, noir et blanc, années 60. Vous avez tous vu. C'est pas aussi bien que les Tontons Flingueurs, mais c'est bien quand même, avec Lino Ventura, enfin tout de même. Et en vrai, ils sont bloqués dans une pièce. Quoi. Et il y en a un qui dit, si on ne trouve pas très vite quelque chose de très intelligent, on a un problème. Ben voilà. Alors, curieusement, c'est en train de changer. Ça, c'était ma grande surprise. Quand on a commencé Blue Like an Orange, j'avais vraiment ma vision était de dire je veux pas faire un autre entre guillemets petit fond où je fais un truc super mais petit. Et puis je suis très content. Je voulais faire quelque chose tout en gardant un avantage compétitif qui puisse être répliqué. C'est-à-dire, il faut que ça soit un produit où finalement les grands institutionnels, assurant un fonds de pension en particulier, se sentent confortables en disant j'ai de l'impact, c'est un impact auquel je fais confiance. Et en même temps, dans le cadre de mes obligations fiduciaires actuelles, je suis rémunéré du risque que je prends. Et donc, elle est rassurée sur le fait que la première E était financière, la deuxième E était l'impact, et pas le contraire. Et ça, c'était extrêmement, extrêmement important. Sinon, vous n'avez aucune chance de faire bouger les lignes. Et c'est ce que je dis souvent, j'ai deux métiers. J'ai un day job qui est de monter Blue Orange et de le faire opérer dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et je ne transige pas avec ça. Et j'ai un night job qui est en fait un morning job avec vous, qui est de dire, enfin, le système, il contraint quand même. Et donc, comment est-ce qu'on peut bouger le système pour faire plus? Donc ça, c'est les deux choses. Mais moi, j'opère dans le système actuel. Alors, ce qui était difficile, enfin, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand on a commencé il y a 4 ans, c'était un peu le Far West. Il n'y avait pas tellement de règles. Donc, on a construit notre propre système, qui est d'ailleurs en accès libre sur notre site, qui s'appelle SDG Blue, qui est notre thermomètre impact, sur lequel on engage la discussion avec les gens à qui on prête et sur lequel on rapporte à nos investisseurs. Là aussi, en
en 2 mots, on s'est posé la question de ça veut dire quoi de mettre une note impact à nos investissements. Et on a fait une analogie avec le credit rating, on va faire un impact rating. À la fois parce que c'est une manière de modéliser le type d'impact qu'on fait, mais aussi parce que comme le credit rating, vous pouvez être upgradé ou downgradé. Et on voulait faire un système qui soit assez robuste, où finalement, quand on reçoit un dossier, on peut en 2 heures se dire que ce sera plutôt un dossier ABCD. En gros, et puis après, on raffine. Et puis après, au fur et à mesure des due diligence, juste le dernier comité d'investissement, on peut raffiner la note. Et au moment du comité d'investissement, on dit il rentre dans la catégorie avec un A-, un B+, un C-. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un dialogue sur l'impact avec le chef d'entreprise. On lui dit à chaque revue annuelle, ben voilà, on a regardé tes KPI, on a regardé ce que tu fais, tu étais A-, tu es devenu B+. Voilà, parce que tu as un peu lâché. Ou au contraire. Donc on n'a pas encore, on est en train de réfléchir à lier ça avec une rémunération. On l'a fait dans un cas, mais on peut peut-être en faire dans d'autres. Mais en fait, la réalité, c'est que, comme tout le monde, les gens n'aiment pas avoir une mauvaise note. Donc, vous leur dites, ton rating a baissé. Ah bon, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui se passe? Soit le mec est un parfait salaud, il a fait sciemment pour nous tromper, mais je n'ai pas vu le cas pour l'instant. Soit il dit, bah oui, je vais corriger. Et donc, on peut avoir un dialogue très positif. Alors, ce que je dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, les premiers dossiers qu'on a fait, c'était évidemment des gens qui venaient surtout nous voir pour la dimension financement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, évidemment pour la notion de financement, mais aussi sur le thème, on comprend que cette idée d'impact est importante pour mon business. Et donc, est-ce que vous pouvez aussi m'aider sur cet aspect-là? C'est vraiment très intéressant. On finance des entrepreneurs. En réalité, assez peu de projets d'infrastructure, ce qui était mon idée de départ. Mais finalement, c'est assez sympa parce qu'on travaille vraiment avec des gens qui sont en phase de croissance de leur entreprise, plutôt des gens en moyenne assez jeunes. C'est pas du venture, mais plutôt des gens qui ont entre 30 et 45 ans, si vous voulez, donc très jeunes par rapport à moi. Et qui nous disent, bah oui, ça nous intéresse. Au 21e siècle, dans mon pays, je veux être un de ceux qui part sur des bonnes bases. Et ça, c'est très nouveau. Ça, pour le coup, on voit ça dans les discussions actuelles. Et c'est là qu'il faut avoir un dialogue pour revenir à ce qu'on disait, ce que je répondais à la question d'Hubert, c'est qu'il ne faut pas les décourager. Si vous mettez la barre là, le gars est là, non, ça je ne peux pas. Mais en revanche, je lui dis, l'année 1, la barre est là, puis on la monte ensemble. Et c'est là qu'il faut rentrer dans un dialogue important. Et c'est là qu'effectivement, donc je disais, c'était le Far West il y a 4 ans, maintenant l'Europe en particulier, mais un certain nombre de normes, un certain nombre de conventions internationales. Donc il faut à la fois éviter qu'on laisse la barre très haut, le caprice d'enfant gâté en disant, bah oui, voilà, nous on a compris, nous les Occidentaux, on a compris ce qu'il fallait faire, et donc il faut que tu sautes la barre. Si tu n'y arrives pas, il faut que tu t'entraînes et reviens me voir quand tu sais sauter la barre. Les mecs, ils iront voir ailleurs. Donc ça, c'est pas possible. À l'inverse, il faut aussi éviter le côté, on met 2 barres. On met la barre, il y a un impact premium dans les pays riches et un impact low cost dans les pays pauvres. Ça serait détestable. Donc voilà, il faut qu'on trouve une voie médiane entre les deux. J'espère y contribuer et puis vous êtes tous les bienvenus. Enfin, désolé, je parle beaucoup en franglais, du work in progress, du travail en cours. Pardon. Alors, sur le premier point, c'est facile de répondre. Sur le deuxième, je vais voir ce que je vais vous dire. Non, je crois, en tout cas, ce que je m'efforce de dire, je fais attention à ce que je dis parce que je ne peux pas faire de commentaires sur la performance de mon fonds, etc. Mais je crois fondamentalement. Alors, je pense que dans la durée, les entreprises qui se comportent mieux auront une meilleure performance quantitative et qualitative, que ça sera de moins en moins soit une option de conviction, comme ça a pu être il y a 20 ans, soit je le fais parce que j'ai peur, c'est de la réputation, comme ça peut être encore aujourd'hui, et une option stratégique. Comme je le disais sur le business de la restauration, je le fais parce que si je le fais pas, mes clients iront voir ailleurs, ou mais j'aurai pas de talent, etc. Donc on est en train de basculer dans cette direction. Et donc d'une certaine manière, pour moi, le débat, ça performe mieux, ça performe moins bien, il est dépassé. La question, c'est vous faites ou vous faites pas. Et c'est ça qui va s'imposer dans la durée. Donc ça, je pense que Emmanuel Faber, je vais vous dire joker, parce que Emmanuel est un des investisseurs, c'est un ami proche, j'ai suivi d'assez près ce qui s'est passé, j'ai pas forcément envie de commenter. Désolé, c'est pas très glorieux, mais voilà. Et donc je pense que c'est plus compliqué que ça. Et ce que je crois, ce qu'il dit lui-même, c'est que l'Assemblée générale a voté à 99,9% le passage à la société de mission. Je connais pas bien, mais un peu son successeur, ça va pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Merci de tout cœur, Bertrand Vadré, pour votre intervention. Je nous encourage à lire ou relire le livre Voulons-nous sérieusement changer le monde, et en particulier, j'étais heureux de réentendre les 12 principes parce que je trouve qu'ils sont
qu'il faut, on a besoin de les intérioriser en fait. Il faut intérioriser ces 12 principes qui nous donnent une assise pour notre réflexion et surtout notre action. Moi, je retiens quand même qu'il faut retrousser les manches. Pour retrousser les manches. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, Bertrand Badré vivait à Washington et il a décidé de se réinstaller à Paris. Donc, il va nous motiver encore plus à retrousser nos manches. Merci beaucoup, Bertrand, pour votre intervention de ce matin, qui est stimulante. Chers amis, vous pourrez réécouter aussi cette intervention de ce matin. Vous la trouverez sur le site proclero.com, sur YouTube, assez rapidement, j'imagine. Je vous précise aussi que pendant toute la période du confinement, nous avons continué à publier les cahiers ProPersona. Vous trouvez sur le site propersona.fr. Par contre, nous ne les avons pas imprimés pour les raisons que vous pouvez bien comprendre. Par contre, on va faire maintenant une impression des cahiers des 20 derniers cahiers qui ont été publiés. Donc, vous recevrez prochainement un mail qui vous permettra, si vous le souhaitez, de commander ces 20 derniers cahiers. On les imprimera et on vous les enverra par courrier. En particulier, il y a dans cette série des 20 cahiers une assez longue série d'une dizaine de cahiers sur l'investissement éthique, l'investissement financier, l'investissement éthique. Donc, ça peut vous intéresser de manière tout à fait particulière. Voilà, je vous signale que la prochaine conférence Proclero sera à nouveau présentielle, à moins que d'autres événements se produisent, mais présentielle et en webconférence aussi. Elle aura lieu le mardi 7 décembre, ici même à 8h30. Pour l'instant, le conférencier et le thème de la conférence n'est pas encore tout à fait finalisé, donc nous en informerons un petit peu plus tard. Voilà, il est l'heure maintenant de retourner au travail. Donc, je vous remercie de votre présence. Encore merci infiniment à Bertrand Badré et je vous souhaite à tous un excellent automne.